Bienvenue dans cette capsule sur le RGPD. On va traiter dans cette capsule plus précisément de l'histoire du RGPD, essayer de comprendre de manière assez courte, assez brève, comment on est arrivé là. Alors déjà, il faut savoir que toute organisation implantée sur le continent européen est tenue de respecter ce RGPD. Qu'est-ce que c'est que ce RGPD? C'est ce règlement général sur la protection des données. On peut parler aussi de GDPR en anglais, vous pouvez peut-être voir cet acronyme dans d'autres textes ou dans d'autres documents. Ces informations sont strictement confidentielles et elles concernent les membres de la société résidant en Europe et des usagers de ces services. En effet, il est du droit de ce dernier de connaître les tenants et les aboutissants des données personnelles le concernant, ainsi que d'exercer un certain contrôle dessus. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment nous en sommes arrivés là, à construire ce RGPD. Tout d'abord, il faut savoir que en 1973, par le biais du projet Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, appelé aussi par l'acronyme SAFARI, le gouvernement français décide de mettre en œuvre un projet d'interconnexion des fichiers de l'administration permettant, à partir de l'identification de chaque individu, par son numéro de sécurité sociale, de recenser et de recouper dans une base centralisée l'ensemble des informations détenues sur chacun des citoyens par les différents pouvoirs publics. Ce projet, dont l'objectif est de faciliter la circulation d'informations entre les différentes administrations, vient témoigner des dangers potentiels et risques liberticides associés à certaines utilisations de l'informatique. Alors qu'on n'est qu'au début. À ce moment-là, l'informatique n'est pas quelque chose qui est utilisé de manière démocratique par tous les ménages français. Le 21 mars 1974, le quotidien Le Monde dévoile le projet Safari en titrant, à la une de son édition du jour, Safari ou la chasse aux Français. Alors, le souvenir de l'utilisation de ce type de fichier pendant l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale est encore vif dans les esprits et la nouvelle suscite d'emblée l'indignation générale. Face au scandale, dans l'opinion publique, le projet est évidemment abandonné et le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, crée une commission dite Informatique et Liberté, chargée de publier un rapport sur la nécessité et les moyens d'encadrer le traitement informatique des données se rapportant à des personnes physiques. Découlant directement des préconisations issues du rapport Tricot, la loi dite Informatique et Liberté entre en vigueur le 6 janvier 1978. Cette loi propose le principe suivant, lequel l'informatique doit être au service de chaque individu et ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits des êtres humains, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. C'est l'article 1er. Ainsi que quelques règles d'or permettant de protéger les données qui se rapportent à des individus. En outre, elle crée une autorité de contrôle indépendante des pouvoirs publics chargée de rendre un avis sur tous les projets de traitement de données émanant du secteur public et plus largement de veiller au respect des dispositions légales protectrices des personnes. À partir de là, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à réfléchir, voire à faire une petite recherche pour trouver le nom de cette autorité de contrôle. C'est bon? Vous avez trouvé? Attention, la réponse est c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, appelée également CNIL. La CNIL est la première AAI, comme on l'a dit tout à l'heure, pour autorité administrative indépendante, à avoir été créée en France. Le 24 octobre 1995, la directive européenne 95/46/CE est adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, en reprenant les concepts et principes clés figurant dans la loi française de 1978. Elle vise à créer un socle commun à tous les pays de l'Union européenne en matière de protection des données personnelles. Les États membres se voient ainsi dans l'obligation d'adopter une législation dédiée à ce sujet, assortie de la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante. En 2004, la loi informatique et liberté fait l'objet d'une refonte en profondeur, d'une part sous l'impulsion des avancées technologiques
et des usages numériques associés, hein. C'est l'avènement d'Internet, l'apparition des nanotechnologies, le développement de la biométrie, le recours croissant évidemment aussi à la vidéosurveillance, etc. Et d'autre part, sous l'impulsion de la directive européenne de 1995, qu'il appartenait à la France, du coup, de transposer dans son droit interne. Avec cette loi informatique et liberté modifiée, on ne parle plus donc de, on parle plus donc de données nominatives, mais de données à caractère personnel. Parfois, on voit l'acronyme DCP. La protection s'étend donc aux fichiers papier, donc non informatisés. Le secteur privé est soumis à un régime d'autorisation préalable pour certains traitements de données. La CNIL est investie d'un pouvoir de sanction et la fonction de correspondant informatique et liberté est créée. En France, la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 enrichit la loi informatique et liberté et renforce les droits des personnes. Chacun dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits de ces données. En Europe, la directive, j'ai vraiment du mal avec ce mot, la directive dite police-justice, adoptée en 2016, est dédiée à l'encadrement des traitements mis en œuvre à des fins de prévention, de détection et de répression des infractions pénales. Le RGPD est également adopté à ce moment-là, en 2016. Enfin, la date importante, celle du 25 mai 2018, le nouveau règlement européen entre en application dans chacun des pays de l'Union européenne et pour l'ensemble des acteurs mettant en œuvre des traitements de données se rapportant à des personnes physiques se trouvant sur le territoire de celle-ci. Pour autant, la France, comme les autres États membres de l'UE, conserve sa propre législation informatique et liberté en complément. Elle transpose donc en droit interne la directive police-justice et comprend des règles spécifiques permises par le règlement. Par exemple, l'encadrement des traitements portant sur le numéro de sécurité sociale ou des données d'infraction, des conditions de validité du consentement des mineurs pour les services de la société de l'information, donc tout ce qui va être Facebook, Google, Snapchat, tout ça. Donc voilà, on peut voir que depuis 1973, la quantité de données générées n'a cessé d'augmenter. Et donc il a fallu mettre en place des règles de manière à pouvoir protéger les individus et leur vie privée. Cette tendance donc de cette quantité de données, on comprend, elle est liée à la numérisation de l'ensemble des sphères de la société, au développement des capacités informatiques, de traitement, des informations disponibles. Typiquement, la dématérialisation des services publics est un bon exemple pour justement se rendre compte de cela. Ce sera tout pour cette première capsule sur le RGPD, sur ce règlement général de la protection des données. On reviendra sur ce sujet sur une autre vidéo et du coup une playlist va se créer autour de cette question. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à commenter, à poser des questions si vous avez des questions en lien avec cela et fort probablement je vais répondre à vos questions dans les prochaines vidéos. À très bientôt.